L'incident de l'UNRWA permet essentiellement de contourner les ordres directs en impliquant les actions d'autres États. Cela signifie que le génocide continue, mais pas directement par Israël. C'est plutôt à travers d'autres États. Lorsqu'Israël doit rendre compte à la CIJ dans un mois, cela n'inclura pas les actions menées par ses alliés qui conduisent effectivement à l'affamement des Palestiniens. De là, il est de décision de l'UNRWA et les tensions subséquentes vont. Hello everybody. This is Pascal and Bonjour à tous, ici Pascal. La guerre génocidaire à Gaza continue pendant que nous parlons, et des centaines de Palestiniens meurent quotidiennement des atrocités de masse commises par Israël. Vendredi dernier, même la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire le plus élevé des Nations unies, a statué qu'il existe des preuves crédibles de craindre qu'Israël puisse être en train de commettre un génocide. Cela a incité la Cour à mandater des mesures provisoires, appelant Israël à s'assurer que les morts de masse ne continuent pas à se produire. Cependant, le même jour, Israël a commencé à accuser 12 employés de l'UNRWA, l'Organisation des Nations unies, principalement responsable de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, de complicité dans l'attaque du 7 octobre. Cette accusation a conduit les États-Unis, le Royaume-Uni et 7 autres nations européennes à suspendre tout financement de l'organisation de secours. Une organisation qui, je dois le rappeler, emploie 13 000 personnes et est la seule à pouvoir potentiellement empêcher une famine et des maladies de tuer encore plus de civils de manière indiscriminée. Cette situation est au-delà de la cruauté. C'est une pure injustice. Pour discuter de cette situation des droits de l'homme la plus horrible, j'ai avec moi le Dr Ilias Bantekas, l'homme qui a écrit le manuel de Cambridge sur les droits de l'homme que j'utilise dans mes cours. Le Dr Bantekas est professeur de droit transnational à l'université Hamid bin Khalifa à Doha, au Qatar. Il a rédigé plus de 200 articles évalués par des pairs dans les meilleures revues de droit international du monde, et ses livres ont été publiés par les presses universitaires d'Oxford et de Cambridge. Ce sont les meilleurs éditeurs dans notre domaine. Dr Bantekas, merci beaucoup d'être en ligne. Merci. Dr Bantekas, avant de vous poser des questions spécifiques, pourriez-vous nous dire comment vous interprétez ce qui se passe actuellement à Gaza au niveau de l'ONU et ce que nous sommes en train de constater? Cette situation est-elle comparable à quelque chose que vous avez déjà vu auparavant dans votre carrière? Non, je veux dire, nous assistons à un génocide diffusé en direct. Et nous voyons les doubles standards de l'Occident. Si le génocide ne suffisait pas, nous avons maintenant cet incident avec l'UNRWA, qui est effectivement l'identité des Palestiniens, les grands-pères, les pères et les fils de ceux qui ont fait face à la catastrophe de 1948 et qui souhaitent s'identifier comme réfugiés ou comme déplacés internes de leur foyer. Ils ont besoin de cette désignation pour que leur identité soit enregistrée dans l'histoire. Ce qu'Israël veut faire et essaie de faire depuis longtemps, c'est de nier le rôle de l'UNRWA, de le dissoudre, et de faire en sorte qu'une organisation comme le HCR les étiquette comme réfugiés généraux ou individus apatrides. C'est plus tragique que le génocide lui-même, car cela cherche à dépouiller les Palestiniens de leur identité de réfugiés sur leur propre terre. Les attaques contre l'UNRWA ne sont pas nouvelles. Israël a déjà déclaré que cette organisation était une épine dans son pied. Pouvez-vous expliquer pourquoi l'UNRWA est responsable de fournir des efforts de secours humanitaire au lieu du HCR? Après 1948, il y a eu un problème critique avec la population palestinienne locale qui a été effectivement forcée de quitter ses foyers. Pour y remédier, les Nations unies ont créé l'UNRWA dans le but de faciliter la survie des Palestiniens dans les territoires qu'ils occupaient. Le HCR est entré en existence environ 5 ou 6 ans plus tard, suite à l'adoption de la Convention sur les réfugiés.
Il s'occupait initialement des réfugiés de la Seconde Guerre mondiale et non de la Première Guerre mondiale. Avec un protocole ultérieur en 1967, son mandat s'est élargi pour inclure toute personne réfugiée dans le monde. Par conséquent, l'UNRWA est effectivement le prédécesseur de toute convention sur les réfugiés et est spécifique aux Palestiniens. Selon la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, les Palestiniens pourraient ne pas être inclus, car ce sont des personnes qui ont fui leur lieu de résidence habituel par crainte de persécution. Cependant, les Palestiniens sont restés sur leur territoire sous un régime qui a été décrit comme de l'apartheid. Ils sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays, mais ils ne seraient pas nécessairement classés comme réfugiés selon la Convention sur les réfugiés. Ainsi, l'UNRWA sert non seulement de mécanisme de protection de ces personnes, mais aussi de point de référence pour leur identité en tant qu'individus déplacés de leur foyer, tout en vivant à l'intérieur de ce territoire. Si cette attaque contre l'UNRWA réussissait à démanteler tout le système, cela signifierait que les Palestiniens seraient privés de leur statut en vertu du droit international. Est-ce bien le cas? Tout à fait, tout à fait. Le résultat de cela serait qu'ils deviendraient des personnes apatrides, tout comme les Bédouins au Koweït et ainsi de suite, qui ne sont pas nécessairement reconnus par leur État et n'ont pas vraiment le statut de citoyen. En conséquence, ils pourraient être traités de n'importe quelle manière. Idéalement, Israël voudrait se débarrasser des Palestiniens de Gaza, de sorte qu'ils ne puissent pas revenir. Ils deviendraient des personnes apatrides sans le droit de retour, ce qui est précisément ce que les Palestiniens veulent éviter. Ils souhaitent maintenir le statut de réfugiés ou de personnes ayant le droit de retour. Si l'UNRWA est dissoute, ils resteraient comme des individus apatrides sans aucune terre où retourner, et c'est exactement le résultat qu'ils ne veulent pas. Cette situation ne va-t-elle pas désormais à l'encontre de la décision de la Cour internationale de justice, qui a statué vendredi qu'Israël doit s'assurer qu'une mort massive ne se produise plus? Il est clair. Nous étions au courant de la situation avec l'UNRWA après les attaques du 8 octobre. Cependant, Israël et ses alliés ont décidé de maintenir l'ambiguïté, possiblement en anticipation d'une ordonnance de la Cour internationale de justice. Ils visaient à créer de la confusion et à saper la directive de la CIJ. Cette approche est un exemple flagrant de deux poids, deux mesures et contredit directement l'ordonnance émise par la CIJ. La décision de la CIJ a été surprenante à plusieurs égards. Discutons d'abord du fait que la Cour s'est déclarée compétente. Elle a affirmé que l'affaire relève clairement de la Convention sur le génocide et qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un génocide pourrait être en cours. La Cour a également émis des mesures provisoires. Cependant, ces mesures n'incluaient pas ce que l'Afrique du Sud avait demandé, à savoir un appel direct à un cessez-le-feu. Cela m'a déçu, mais je suis curieux de connaître votre interprétation de cette partie de la décision. C'est une bonne question, Pascal. Avant d'y répondre, permettez-moi de dire que l'ordre est dirigé vers Israël et dans une certaine mesure vers le Hamas, bien que dans une moindre mesure. Cependant, il ne s'adresse pas aux alliés d'Israël. L'incident de l'UNRWA est effectivement un moyen de contourner l'ordre par les actions d'autres États. Cela signifie commettre un génocide et continuer le génocide, mais pas directement par Israël, plutôt par le biais d'autres États. Ainsi, lorsque Israël devra rendre compte à la CIJ dans un mois, il ne rapportera pas les actions entreprises par ses autres alliés qui affament effectivement les Palestiniens à mort en raison de la dissolution de l'UNRWA et de la rétention des fonds. Pour revenir à votre question, dans l'histoire de la CIJ, nous n'avons jamais vu d'ordre ou de jugement qui justifie pleinement ou accorde chaque revendication faite par un demandeur. Si c'était le cas, cela risquerait d'aliéner l'autre partie et ses alliés du tribunal. Le tribunal est toujours conscient de cela.
Nous sommes dans une ère de prolifération des cours et tribunaux internationaux, et il n'est pas impensable qu'un tribunal puisse simplement cesser d'exister un jour. Nous avons vu cela avec le tribunal de la communauté de développement de l'Afrique australe, qui a été complètement dissous du jour au lendemain, parce que le Zimbabwe était en désaccord avec l'un de ses jugements. Donc je pense que la Cour penche vers la Palestine, mais sans utiliser le mot cessez-le-feu et sans prendre pleinement en compte la demande de l'Afrique du Sud. Mais à mon avis, cela ne fait pas vraiment de différence. Accuser un pays de commettre un génocide en cours est une accusation grave. Et il est clair que le génocide ne s'arrêtera pas simplement à cause d'un ordre de cessez-le-feu. L'accusation de génocide à elle seule est suffisamment significative, avec d'importantes implications politiques et juridiques. L'autre chose fascinante pour moi, c'était qu'il y avait 17 juges dans le panel, n'est-ce pas? Il y avait les 15 juges permanents, plus un nommé par Israël et un autre par l'Afrique du Sud, selon les procédures. Les décisions ou les mesures sur lesquelles la Cour a voté ont été rapportées, y compris qui a voté pour quoi. La plupart des 6 ou 7 mesures ont été votées à 15 contre 2, et certaines même à 16 contre 1, ce qui incluait le juge nommé par Israël votant aux côtés de ses collègues, et reconnaissant en fait que des mesures provisoires étaient nécessaires. Cela suggère que le juge reconnaît également qu'il y a probablement un génocide en cours, ou du moins qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un génocide se produit. Est-ce une interprétation juste? Et pensez-vous que ce mandat très fort a des implications futures pour les affaires juridiques contre Israël? Oui, je pense que c'est très embarrassant pour Israël. Je veux dire, même son propre juge a voté en faveur de 2 des 6 mesures provisoires et a reconnu qu'il y avait un cas de génocide. Et je dois être honnête, je ne pense pas qu'Israël s'y attendait, parce que Ehud Barak est un juge très expérimenté en Israël, membre de la Cour suprême. Il a statué en faveur du fait que Gaza était sous une occupation, et donc Israël avait des obligations en matière de droits de l'homme envers Gaza. C'était dans l'affaire Bassouni. Mais bien sûr, c'est aussi le même juge qui a permis que des colonies illégales se fassent en Cisjordanie. Donc c'est un peu controversé, mais je dirais que dans l'ensemble, c'est une référence et c'est un très bon juge et quelqu'un qui, dans les circonstances, est moins biaisé que ce que l'on pourrait attendre. L'autre juge qui n'a pas statué en faveur était quelqu'un que je ne saurais pas qu'elle existait si on ne m'avait pas donné son nom. Il n'y a rien d'extraordinaire dans sa carrière ou ses travaux universitaires. Et d'après ce que je comprends, elle appartient à un groupe évangélique extrême qui croit que l'Armageddon est proche et par conséquent, Israël devrait avoir la terre promise. Ses commentaires étaient, vous savez, comme ceux qu'on pourrait trouver dans une copie ratée d'un étudiant de première année en droit international. Elle a prétendu qu'il s'agissait d'un différend politique, pas juridique. Mais comment est-ce possible lorsque la Cour internationale de justice, CIJ, a clairement défini ce qui constitue un différend juridique depuis l'affaire des concessions Mavromatis en Palestine? Ici, nous avons un désaccord concernant la Convention sur le génocide, sur un traité. C'est clairement un différend juridique, même s'il a des connotations politiques. Vous avez raison de dire que les implications pour Israël d'une ordonnance avec une telle majorité significative sont substantielles. Les parlements auraient désormais du mal à autoriser l'aide, qu'elle soit militaire ou financière, à Israël, et peut-être même les exportations. Je pourrais voir des États individuels imposer des sanctions contre Israël, bien qu'il leur sera difficile de convaincre les États-Unis de soutenir de telles actions. En même temps, je n'exclurai pas la possibilité que des pays, surtout en Afrique et peut-être même en Asie, mettent en œuvre la juridiction universelle. Je ne pense pas que ça se produira en Europe, mais voilà. Qu'est-ce que cela signifie, la juridiction universelle? Pourriez-vous expliquer cela? Oui.
Donc la compétence universelle signifie que tout pays dans le monde a le droit de mettre en accusation des individus accusés de commettre des crimes internationaux graves, tels que les crimes contre l'humanité, les violations graves des conventions de Genève et le génocide. Ce droit existe indépendamment de tout lien entre le pays et les auteurs ou l'infraction elle-même. Nous avons vu cela se produire en Europe, par exemple, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, à l'égard de personnes accusées de ces crimes dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda. Cela s'est produit à un degré significatif, surtout lorsque la Belgique a adopté sa loi de 1993 sur la compétence universelle, ce qui a conduit à la mise en accusation de nombreuses personnes. Donc, il est plausible que cela se produise. Cela permettrait au pays d'affirmer une juridiction universelle, ce qui pourrait conduire à ce qu'un groupe accuse Netanyahou de crimes de guerre. Par conséquent, il pourrait être condamné pour crimes de guerre par contumace dans ce pays. Cela l'empêcherait de s'y rendre, car cela lui serait interdit. Exactement. Exactement. Et bien sûr, en Europe, s'il y a une poursuite judiciaire, même par contumace, bien que je ne sois pas sûr que les poursuites par contumace aient encore lieu en Europe, je devrais vérifier cela. Mais si cela se produit, nous avons le mandat d'arrêt européen. Et même s'il n'y a pas de poursuite, il est possible que le simple fait d'avoir une mise en accusation puisse amener un pays européen à demander l'extradition des 27 autres États membres sans avoir à produire beaucoup plus de preuves ou de documentation supplémentaire. Cela signifie donc que si nous examinons le désordre actuel en Europe, et si le pays le plus raisonnable, disons l'Irlande, décidait de mettre en œuvre la juridiction universelle et d'obtenir un mandat d'arrêt, cela pourrait contraindre les autres pays à faire de même. Oui. Oui, selon les termes du mandat d'arrêt européen, et cela fait plusieurs années que je l'ai étudié, mais si je me souviens bien, il n'y a pas de motif pour refuser l'extradition, car il existe un niveau de confiance au sein de l'Union européenne. Par conséquent, on ne peut pas vraiment s'y opposer. Quels seraient les motifs? Il n'y en a aucun, donc c'est embarrassant si un État ne parvient pas à extrader l'accusé. Mais au-delà de l'aspect criminel, il y a aussi l'élément du délit civil. Les gens en Europe ou n'importe où dans le monde peuvent accuser un officiel israélien d'actes illégaux. Même s'il n'y a pas de juridiction pénale ou de cas criminel contre l'accusé, il peut toujours y avoir un élément de délit civil. Cela signifie demander des dommages et intérêts de la part de ces individus et par conséquent potentiellement geler les avoirs israéliens dans ce pays. Alors, pensez-vous que ce genre de choses ne s'est pas encore produit parce que la CIJ n'a pas rendu de décision? Mais maintenant que nous l'avons, est-il plus probable que les pays commencent à emprunter cette voie, en particulier des pays comme l'Afrique du Sud et d'autres endroits humains sur Terre? Il se pourrait. Je veux dire, combien d'actifs israéliens y a-t-il en Afrique du Sud? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, surtout pas des privés. Donc ils ne peuvent pas s'en prendre à cela. Cependant, j'ai récemment vu qu'il y a eu au moins une plainte à Los Angeles contre Biden pour complicité de génocide par Israël. Donc on peut être aussi imaginatif que l'on veut avec ce genre de choses. Exact. Je suis sûr qu'il y aura des plaintes contre des officiels israéliens et je suis sûr que d'autres porteront plainte contre le Hamas, mais le Hamas n'a d'actifs nulle part. Néanmoins, je ne mettrai pas cela au-delà des États-Unis, d'essayer de lier des individus qu'ils n'aiment pas avec le Hamas et de dire « vos actifs peuvent être saisis ». Mais ce sera un jeu à long terme avec des poursuites dans des juridictions majeures. Mais c'est un jeu qui renforce certains groupes de défense des droits humains sur le terrain, n'est-ce pas? Je veux dire, il n'est pas nécessaire d'être un État pour porter ces allégations contre Israël. On peut être une ONG,
et peut-être utiliser la compétence universelle. Je perçois qu'un aspect de cette entière atrocité épouvantable qui se produit est également lié au statut des Nations Unies. Nous avons vu que l'ONU n'a pas soutenu Israël et ne l'a pas disculpé à maintes reprises dès le début. Après environ 4 ou 5 semaines, je pense que le secrétaire général de l'ONU a effectivement déclaré que les attaques ne se sont pas produites dans le vide. Cela a vraiment mis en colère Netanyahou. Et maintenant, la Cour internationale de justice, qui est un autre organe de l'ONU, prend effectivement parti pour les Palestiniens. Pensez-vous que ce que nous voyons maintenant commence également à être une attaque contre le système de l'ONU lui-même? Israël a clairement fait savoir dès le début, pas seulement à cause de cet événement, mais de manière générale, qu'il ne fait pas confiance à l'ONU en tant qu'institution. Ce sentiment est évident depuis le début des années 2000, en particulier avec la nomination de l'équipe d'enquête pour l'opération Plomb durci. Notamment, l'un des membres de cette équipe était juif, le juge sud-africain Richard Goldstone. L'antipathie d'Israël, et même sa haine pour l'ONU, n'est pas cachée, mais elle est très sélective. Quand l'ONU agit en faveur d'Israël, celui-ci a tendance à rester silencieux. Cependant, Israël est généralement opposé à l'existence de l'ONU. Il y a 2 institutions de l'ONU qu'Israël n'apprécie particulièrement pas. L'UNRWA, que Israël aimerait démanteler si possible, et le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits dans les territoires palestiniens occupés, un terme avec lequel Israël est en désaccord. Israël croit que le concept de territoire occupé est invalide et que la position du rapporteur spécial ne devrait pas exister. De plus, l'Assemblée générale, dominée par des États libéraux avec un historique de colonialisme, ne travaille pas en faveur d'Israël, en particulier au sein du Sud global. Les pays de l'UBM ont tendance à être ambivalents, modifiant leur position en fonction des circonstances. Ainsi, il est assez clair qu'Israël préférerait que l'ONU cesse d'exister. Pouvez-vous expliquer comment autant de pays européens acceptent simplement les revendications d'Israël? L'espace juridique semble offrir un terrain de jeu équitable et fonctionne comme il se doit. Cependant, l'espace médiatique en Europe est actuellement épouvantable. Pouvez-vous donner un sens à ce double standard et à cette hypocrisie que vous avez déjà mentionnée? D'où cela vient-il? La machine de propagande israélienne est immense, et je pense que les gens en Europe ne sont pas vraiment conscients de son ampleur. Pour donner un exemple, lors du récent conflit à Gaza, il y a eu des rapports faisant état d'un nombre significatif de journalistes d'Al Jazeera tués. Les chiffres mentionnés varient entre 1600 et 1900, ce qui est stupéfiant et semble presque incroyable. Il est bien connu qu'Israël a ciblé des journalistes d'Al Jazeera dans le passé. Par exemple, il y a 2 ans, Shireen Abu Akleh, qui était chrétienne, couvrait un événement lorsqu'elle a été abattue d'une balle dans la tête par des tireurs d'élite israéliens. Israël a déclaré qu'il n'enquêterait pas sur l'incident, ce qui est une réponse typique de leur part. Ainsi, qu'une armée assassine un reporter, cela fait à peine les nouvelles. Il y a quelques années, Al Jazeera a mené une enquête où ils ont infiltré un groupe de lobbying au Royaume-Uni et possiblement aux États-Unis également. Suite à cette opération, ils ont filmé secrètement un certain nombre de discussions. Israël et les États-Unis sont intervenus personnellement la veille de la diffusion prévue des images pour empêcher leur diffusion. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé après ça. Je regardais juste une partie ce matin. L'une des choses qui ressort de cela, c'est que ces groupes de pression ciblaient des membres du Parlement britannique pour les discréditer, non pas pour leur faire du mal physiquement, mais pour ternir leur réputation avec n'importe quelle accusation et ainsi les évincer de leur poste. L'un des dirigeants du groupe de pression a clairement fait comprendre, sur le ton de la plaisanterie bien sûr,
à quel point c'est facile. Il a dit qu'ils utilisaient le terme d'antisémitisme pour brouiller toute discussion sur Israël. Donc voilà, l'antisémitisme devient un outil que vous pouvez utiliser contre n'importe qui, simplement pour arrêter toute critique d'Israël. Nous voyons cela aux États-Unis et partout ailleurs. En conséquence, les journalistes au Royaume-Uni et en Europe ont peur de rapporter certaines choses. Les médias sont dominés par cette propagande, et donc je ne vois tout simplement pas d'issue, sauf pour les médias indépendants sur Internet. La situation doit être différente, cependant, puisque vous êtes au Qatar, qui se trouve dans le monde arabe. Quelle est l'ambiance au Qatar concernant ce qui se passe? Un de mes amis iraniens m'a dit que certains Iraniens détestent tellement leur propre gouvernement qu'ils considèrent tout ce qui lui est contraire comme positif. Il a également mentionné, et je ne peux pas vérifier cela moi-même, qu'il y a un groupe significatif en Iran qui ne pense pas qu'Israël est dans l'erreur. Il croit que les problèmes palestiniens sont des problèmes palestiniens et non des problèmes iraniens. Ils ne veulent tout simplement pas la guerre avec les États-Unis. C'est tout. Alors, quel est le sentiment au Qatar? Je veux dire, peut-être devrais-je clarifier pour vos téléspectateurs que le Golfe, de manière générale, contrairement à l'Afrique du Nord, est un lieu d'une sophistication considérable. C'est une société très moderne, où les gens traitent des problèmes contemporains de la même manière que les gens à New York. Donc, dans une certaine mesure, c'est une société progressiste, bien qu'il y ait un certain conservatisme. Cela est vrai dans tout le Golfe. Les gens ici portent un intérêt significatif à ce qui se passe dans leur région. Ils désirent la paix parce qu'ils ont beaucoup à perdre sans elle. Dans ce contexte, le Qatar joue un rôle de premier plan dans la médiation, mais nous ne voyons que la pointe de l'iceberg. Maintenant, concernant les discussions entre Israël, le Qatar et le Hamas, comment cela a-t-il commencé? Eh bien, en 2012, les États-Unis, en tant qu'alliés stratégiques du Qatar, ont effectivement exigé, bien que l'on puisse dire demander, que le Qatar accueille deux organisations à Doha, les talibans et le Hamas. Et bien sûr, lorsque les États-Unis font une telle demande, Israël doit être d'accord. Ce n'est pas hors de contrôle d'Israël. Avec les talibans, le Qatar a servi de médiateur entre eux parce qu'il était clair, même dès 2012, que les talibans finiraient par prendre le pouvoir. Les États-Unis s'en sont rendus compte. C'était inévitable. Un an avant la chute des talibans, l'accord entre les États-Unis et les talibans a été médiatisé par le Qatar. Tout le monde a été choqué lorsque les talibans ont pris le pouvoir. Aux nouvelles, CNN a demandé comment cela a-t-il pu se produire. Les États-Unis étaient au courant du potentiel de cette situation depuis 10 ans. Ce n'était pas quelque chose qui s'était produit du jour au lendemain. Les États-Unis cherchaient un moyen de sortir qui n'entraînerait pas une autre situation comme en Somalie ou à Mogadiscio. La stratégie de sortie a bien fonctionné. Il n'y a eu aucune victime. Bien qu'ISIS soit intervenu à la fin, les talibans ont essayé de protéger les Américains lors de leur départ. Cela était conforme à l'accord entre les États-Unis et les talibans. La situation avec le Hamas était similaire. D'ici 2012, les États-Unis avaient désigné le Hamas comme une organisation terroriste, ce qui signifiait qu'une communication directe n'était pas possible. La seule façon d'entrer en contact avec eux était par l'intermédiaire d'un médiateur indépendant tiers qui était le Qatar. Le Qatar a assumé ce rôle et l'arrangement s'est avéré efficace. Maintenant, Israël tente de prétendre que le Qatar soutient les terroristes. Cependant, c'est par l'intermédiaire des États-Unis qu'Israël a accepté d'accueillir le Hamas à Doha afin qu'il puisse communiquer avec eux en cas de crise. Malgré cela, Israël essaie de tourner le récit à son avantage, impliquant l'UNRWA et la présence du Hamas à Doha, parmi d'autres problèmes. Un collègue de Responsible Statecraft a récemment rédigé un texte sur la pression actuelle exercée sur le Qatar.
Le texte suggère que le Qatar est soumis à une pression non pas pour changer de camp, mais pour expulser le Hamas, choisir un camp et cesser d'être un médiateur. Pensez-vous que cela se produit? Ou y a-t-il encore de l'intérêt de la part des Américains et des Israéliens pour communiquer d'une manière ou d'une autre avec leur ennemi juré par l'intermédiaire du Qatar? Je pense que le Qatar n'avait aucun intérêt à accueillir le Hamas. Je veux dire, le Qatar essaie d'être un médiateur mondial. Son ministère des Affaires étrangères est une organisation énorme et complexe, comparable en taille à celle de pays comme la France. Mais il n'avait aucun intérêt à accueillir le Hamas. La seule façon pour le Hamas de partir serait que les États-Unis demandent leur expulsion. Si cela ne se produit pas, alors le Hamas reste parce que cela sert les intérêts des États-Unis. C'est aussi dans l'intérêt d'Israël que le Hamas reste. Nous avons vu avec la présence des talibans ici que leur prise de pouvoir pacifique en Afghanistan a conduit à la fin de la guerre, plus de victimes et une paix relative restaurée dans le pays. Je crois qu'il est dans l'intérêt des États-Unis de poursuivre une solution à 2 États, peut-être pas immédiatement, mais à terme cela sera nécessaire pour le bien d'Israël et pour la paix et la sécurité régionale. Pour que cette solution émerge, le Hamas doit être partie prenante des discussions et sa présence à Doha est nécessaire. En ce moment, l'assaut médiatique et le discours en provenance d'Israël suggèrent qu'ils combattront jusqu'à ce que le dernier membre du Hamas soit mort. C'est ce qu'ils disent, ils veulent tuer chacun d'entre eux. Puis ils se demandent pourquoi le Hamas ne se rend pas. Le récit officiel est l'éradication complète du Hamas. Ils prétendent que le Hamas est distinct du peuple palestinien. Ils disent vouloir éliminer tous les membres du Hamas, mais sans blesser les civils. Nous savons que cette affirmation n'est pas crédible. Cependant, la question demeure, pourquoi, sur un véritable plan politique, veulent-ils maintenir en place certains membres du Hamas et même les avoir au Qatar? Pourquoi cela? La politique devrait être une stratégie à long terme, pas seulement axée sur une vision à court terme, n'est-ce pas? On ne sait jamais quand on pourrait avoir besoin de discuter avec son pire ennemi. Actuellement, le Hamas a pris 130 otages si c'est toujours le bon nombre. Par conséquent, vous devez être capable de les ramener d'une manière ou d'une autre. Vous devez être capable de convenir d'un cessez-le-feu avec le Hamas. Vous ne pouvez pas négocier avec la population car elle est constamment en fuite. C'est pourquoi le Hamas reste une partie importante dans les négociations. Alors considérez-vous-le. So do you view the genocide that's being committed right now? Croyez-vous que le génocide actuellement commis fait partie d'un plan à long terme d'Israël? Il semble que leur objectif probable soit de rendre la situation tellement atroce qu'une fois que l'Égypte acceptera d'ouvrir la frontière, tout le monde fuira. Est-ce là, selon vous, l'objectif à long terme? Do you think that's the long-term goal? Pour donner un peu de contexte à vos téléspectateurs, Gaza est une petite région qui compte 2 millions d'habitants. Elle est dans un état très précaire. Les gens y vivaient déjà dans des conditions désastreuses avant la guerre. Ce n'est pas un endroit agréable où vivre. C'est surpeuplé et il y a une pénurie d'eau, de nourriture et d'autres nécessités. Malgré cela, les gens là-bas pourraient partir et aller n'importe où pour vivre une vie décente. Mais ils choisissent de rester pour éviter de devenir apatrides et pour maintenir leur droit de retourner dans leur pays. Il n'y a pas d'autre raison de rester. Ce sont des individus talentueux. Nous voyons de nombreux Palestiniens qualifiés dans le monde entier, y compris des universitaires, des avocats et des ingénieurs. Mais ils choisissent de rester à Gaza. Je crois que vos téléspectateurs comprendront cela. La situation en Cisjordanie est similaire. Les gens pourraient penser que ce n'est pas aussi grave que Gaza parce qu'elle n'est pas bombardée aussi fréquemment, mais c'est toujours dangereux. Les colons peuvent entrer dans les maisons palestiniennes, faire du mal aux résidents
et prendre possession de leurs fermes et maisons. Les gens en Cisjordanie restent pour les mêmes raisons que ceux de Gaza, pour éviter de devenir apatrides et pour préserver leurs droits de retour. Je pense que ce contexte est important. Je m'excuse, mais j'ai oublié la première partie de votre question, Pascal. La question était de savoir si vous pensez qu'Israël sera capable de causer tant de dommages que les survivants prendront la fuite. Vous pouvez voir maintenant que si les gens voulaient traverser de Rafah vers l'Égypte, ils le pourraient. Qui va les arrêter? Ce n'est pas comme si l'armée égyptienne allait entrer et les tuer. Ce n'est pas le cas. Ils ne feraient pas ça. Donc, il y a une raison pour laquelle ils ne traversent pas. C'est parce qu'ils croient que même s'ils restent là au milieu des décombres, ils finiront par revenir, prendre les briques et le mortier et essayer de construire quelque chose qui ressemble à une hutte. Ils resteront là. C'est l'objectif de ces gens, rester dans leur maison. Bien sûr, Israël veut éradiquer cela, et c'est une opportunité pour eux. Il y a une raison pour laquelle on les accuse de commettre un génocide. C'est pour qu'ils puissent pousser les Palestiniens hors de Gaza et prendre possession de la terre, une stratégie qu'ils emploient depuis les 75 dernières années. Ils savent que ça fonctionne. Si vous prenez possession d'un territoire, même s'il est annexé et appartient à quelqu'un d'autre, petit à petit, vous l'occupez un peu plus, vous expulsez les gens et vous le rendez ethniquement juif, de sorte que personne ne puisse revenir. Cette stratégie a fonctionné parce qu'elle a été soutenue par les États-Unis, le Royaume-Uni et leurs alliés. C'était une occasion en or d'éradiquer les Palestiniens de Gaza, au moins. Et dans 20 ans, je suppose que cela se produira également en Cisjordanie. Oui, c'est un processus très lent de nettoyage ethnique qui dure depuis 75 ans. Et là, nous assistons à un pic de cette situation, n'est-ce pas? Je dois donner un cours sur les droits de l'homme à partir d'avril, et c'est intimidant. Avons-nous encore une chance que cela fonctionne? Je veux dire, vous avez écrit un excellent manuel, et je veux vraiment croire que toutes les dispositions et précédents finiront par aider les Palestiniens à obtenir justice. Mais en ce moment, la situation semble incroyablement sombre. Avez-vous espoir que les droits de l'homme, le droit international des droits de l'homme et le droit humanitaire finiront par l'emporter sur cette cruelle injustice? C'est une crise du droit international et des droits de l'homme. Nous avons vu une crise similaire en 2001, après le 11 septembre, où l'idée prédominante était de les tuer tous, les mettre à Guantanamo, leur retirer leurs droits. Et cette approche a persisté pendant longtemps. Cependant, nous avons surmonté cela. Il doit y avoir une quantité significative d'activisme dans le monde. J'ai 53 ans, et quand j'ai commencé dans les droits de l'homme, il s'agissait de ce que la disposition et le traité stipulaient. Mais maintenant, les droits de l'homme et le droit international doivent être imprégnés de politique et d'activisme. Cela doit devenir une partie de ce que les étudiants font et apprennent. Ils ne peuvent pas juste être des juristes secs qui apprennent uniquement à partir du texte et de ce que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme déclarent. Ce n'est pas la voie à suivre. Si les étudiants rencontrent un cas devant la Cour européenne des droits de l'homme, comme celui récent en Allemagne impliquant une organisation qui fournissait de l'aide humanitaire par le biais du Hamas, ils doivent comprendre les complexités. La Cour a qualifié le Hamas d'organisation criminelle, mais l'argent était destiné à l'aide humanitaire, car le Hamas a à la fois une aile militaire et une aile politique. L'aile politique est le seul canal par lequel les gens là-bas peuvent recevoir de la nourriture, de l'eau et de l'éducation. Nous devons lutter contre cette manière d'agir qui sape les droits de l'homme. Les étudiants devraient réfléchir à la manière dont ils pourraient renverser une telle situation dans leur pays. Ils pourraient attirer l'attention des médias ou s'engager dans l'activisme devant les tribunaux, parmi d'autres stratégies.
Il existe des moyens de faire une différence et ils doivent être proactifs pour y parvenir. Il est vrai qu'il existe des mécanismes. Nous devrions viser à créer des normes, non seulement pour la situation actuelle, mais aussi pour prévenir de futurs événements. Puisque le génocide est déjà en cours, il est trop tard pour établir des normes pour ce cas particulier. Cependant, nous pouvons utiliser cette occasion pour renforcer l'intégration du droit international au droit national. Cela semble être la méthode la plus efficace pour exercer une pression sur les politiciens. En garantissant que les tribunaux nationaux puissent tenir les politiciens locaux responsables pour des actions hautement illégales au regard du droit international, nous pouvons dissuader de tels comportements. La question est donc, y a-t-il de la place pour améliorer le système? Ouais, et je pense que la plupart des politiciens manquent de courage. C'est vraiment la réalité. La seule façon de les amener à faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement, à sortir de leur zone de confort, est évidente même dans mon propre pays, la Grèce. Nous voyons des politiciens d'extrême droite jouer la carte juive simplement parce que ça profite à leur carrière. Ce sont des gens qui étaient néo-nazis il y a 20 ans, et maintenant, ils font semblant de respect et rendent hommage aux survivants de l'Holocauste. De nombreux juifs dans le monde, et je crois que la majorité, pour être honnête, sont contre cela. Ils ont vu le génocide. Norman Finkelstein est un exemple éminent, mais il n'est pas seul. En fait, ce ne sont pas les Juifs qui sont en faveur de cela. Ce sont les évangéliques de droite aux États-Unis et des groupes similaires qui sont complètement ignorants de ce qui se passe. Je pense que nous devons attaquer philosophiquement, et par attaquer, je veux dire remettre en question ces idées et éduquer davantage les gens. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que c'est une très bonne manière de conclure l'interview et de garder un espoir pour l'avenir. Elias Pantekas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci Pascal, je l'apprécie. Merci.